Merci beaucoup Jacqueline. D'abord, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième séance des lundis de l'Institut Émilie Châtelet dans cet hémicycle et pour traiter cet après-midi des noyaux durs de l'inégalité entre les hommes et les femmes sur les questions du travail et de l'emploi. On m'a demandé de faire cette petite introduction, je crois, pas tellement parce que je suis la vice-présidente en charge de la démocratie régionale dans cette région, mais parce que ma place à cet endroit est le résultat d'une accumulation d'expériences qui me permettra peut-être de dire quelques remarques qui sont, je pense, tout à fait d'actualité en lien avec nos travaux. Donc je vous dis d'où je parle, c'est toujours quand même mieux. J'ai été longtemps un agent de la NPE, qui est la seule entreprise à peu près en expansion depuis ces 30 dernières années. On peut s'en réjouir ou pas, c'est un débat. Mais en tout cas, ça a quelque chose à voir, il me semble, avec nos discussions de cet après-midi. J'ai été responsable syndicale dans cet établissement et j'ai été aussi, avec quelques autres évidemment, une des animatrices de Agir ensemble contre le chômage, et donc porte-parole du mouvement des chômeurs en 97-98. Et puis donc maintenant, je suis élue dans cette région, mais contrairement à ce que disent d'aucuns ou d'aucunes, je ne suis pas passée en politique. Je crois que je fais de la politique depuis toujours et qu'un mandat d'élu n'est qu'une manière particulière d'exercer la politique que nous faisons, je crois, toutes et tous, dans le monde associatif, syndical, politique. Ça peut évidemment être discuté, mais je le dis parce que je trouve que c'est un petit écho avec la discussion de la semaine dernière sur le parallèle entre le pouvoir politique et le pouvoir dans les entreprises, et je crois qu'il y a là, en tout cas, matière à discuter. Ce qu'on pourrait dire, et je pense que nous en sommes toutes convaincues, c'est que parce que les femmes sont les plus dominées, c'est-à-dire quand il reste rien, il reste encore les femmes, eh bien nous avons toujours été le terrain d'expérimentation de toutes les régressions. Et on le voit très bien aujourd'hui avec la politique mise en œuvre par ce gouvernement, mais hélas pas seulement par lui, par quelques autres auparavant, qu'il s'agisse de l'indemnisation du chômage, des retraites, des services publics, ou, et je vais m'arrêter 2 minutes sur mon dernier point qui est le chèque emploi-service, je crois qu'on voit comment les femmes sont des terrains d'expérimentation de quelque chose qui après s'applique à toute la société, hommes et femmes confondus. Et donc de ce point de vue, quand nous menons des batailles pour plus de protection, pour les services publics, pour l'égalité d'accès à l'emploi, etc., eh bien probablement nous en sommes toutes convaincues ici, mais je ne suis pas sûre qu'on en soit très convaincus à l'extérieur. Si nous ne nous battons pas seulement pour nous, mais parce que nous avons à cœur de gagner de l'égalité pour les femmes, parce que nous en avons besoin, nous nous battons pour toute la société. Et de ce point de vue, je crois que, je pense que pour moi c'est important en tout cas de le redire parce que nous avons besoin de toutes les forces dans ce combat, qui est un combat contre l'exploitation, l'aliénation, et dans ce combat, eh bien, tous et toutes doivent participer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la semaine dernière, nous avons, je crois que c'est 1 ou 2 intervenantes ont évoqué le fait que le contexte néolibéral n'était évidemment pas favorable du tout à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'est pas favorable de façon générale, aux catégories les plus démunies, mais évidemment, il n'est pas favorable du tout aux femmes. Un système qui travaille exclusivement sur la concurrence, la soumission, la précarité, l'augmentation des inégalités, de la misère, qui utilise la guerre, qui bat toutes les libertés en brèche, qui considère que la planète est une poubelle et qui utilise la délation comme un de ses outils préférés, n'est évidemment pas un contexte dans lequel les questions d'égalité peuvent être posées avec beaucoup d'efficacité. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il me semble que nous avons toujours besoin de renouer les fils entre l'individuel et le collectif. Et que dans ce contexte-là, qui survalorise non pas la volonté d'émancipation individuelle ou personnelle, mais bien la concurrence de tous contre toutes pour transformer la planète en jungle, eh bien, évidemment, celles qui font les frais, je pense, les premières, ce sont les femmes. Mais dans un monde comme celui-là,
il n'y a pas que les femmes qui vont crever. Je pense que nous allons probablement peu à peu devenir complètement fous. Quand vous regardez ce qui se passe dans les entreprises, et je pense qu'on en rediscutera cet après-midi, eh bien, la situation est quand même assez catastrophique. Alors, il me semble que dans les discussions que nous avons dans ces après-midi de l'Institut sur la question des inégalités, il faut que nous soyons extrêmement ambitieuses et ambitieux. En tout cas, pour ce qui me concerne, mon ambition n'est pas de trouver quelques petits interstices dans lesquels des femmes pourraient s'immiscer au milieu d'une logique de la domination, entre les hommes et les femmes, également de la domination structurelle du capitalisme mondialisé. Il me semble que notre ambition, ça peut être justement à partir de notre expérience millénaire des dominations, de toutes les dominations, de voir ce que nous pouvons dire et faire, ce que nous disons, nous faisons, pour se libérer individuellement et collectivement de ce système dans lequel nous vivons. Évidemment, changer de système ne résout pas tout, puisque la domination des femmes n'est pas qu'une domination de système, mais elle est aussi, le résultat du patriarcat, et donc c'est bien cette double libération qu'il faut travailler. Alors pour dire 2-3 choses peut-être plus concrètes, je pense que les femmes ont beaucoup à dire sur 3 questions que je vais évoquer rapidement: le travail, l'émancipation et l'universel. Sur la question du travail, nous sommes évidemment, donc je vais pas m'intéresser à l'emploi, là, on va en discuter beaucoup cet après-midi. Nous sommes dans un paradoxe absolument extraordinaire, hein, puisque les conditions d'exercice dans l'emploi, dans le cadre du salariat, sont des conditions de l'exploitation, de la soumission, de l'aliénation, et pourtant, en particulier les femmes, considèrent, et à mon avis à juste titre, que le travail est aussi un des lieux de l'émancipation. Et donc c'est bien ce paradoxe qu'il nous faut travailler, parce qu'il nous permet, je crois, de poser des exigences extrêmement ambitieuses, non seulement contre la précarité, pour l'égalité des salaires, pour d'autres conditions de travail, pour une intervention sur la finalité de ce que nous faisons, mais pour la capacité même à être dans le travail. Et quand je parle du travail là, je m'interroge. Nous avons longtemps, pendant des années, parlé du travail domestique. Je ne sais pas si ce terme est juste, c'est une interrogation. Je ne sais pas s'il faut parler de travail domestique ou de tâches domestiques. Pourquoi ? Parce que il me semble que le travail, c'est ce qui est inscrit dans l'échange. Pour moi, c'est une réelle catégorie anthropologique, mais qui est inscrit dans l'échange socialisé et dans l'échange coopératif. Et le travail, tel que nous pouvons l'exercer, c'est ce qui permet d'échapper à la stricte organisation autour des normes de la sphère privée, des normes de l'affectif. Et donc je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre, par exemple, moi j'en ai rencontré souvent dans AC, des femmes qui étaient caissières à Carrefour, je dis Carrefour, ça pourrait être autre chose, je fais pas de pub, pour moins que le RMI qu'elles avaient à côté. Il y a là interrogation extraordinaire. Ces femmes n'étaient pas du tout aliénées plus que les autres. Mais c'est bien que cette question du travail, comme un endroit où on est inscrit dans l'échange, et qui fait que si on n'en a pas, on meurt, est absolument essentielle. Et j'essaye de le dire avec beaucoup de force, parce que je crois que on ne peut pas du tout se satisfaire, ni évidemment de je ne sais quel salaire pour rester à la maison, ou congé parental, voilà, qui fait qu'on peut se retirer du marché du travail, ni d'une conception qui relativiserait la question du plein emploi, parce que je crois que ça n'est pas qu'une question de salaire. C'est bien plus important que cela, et il me semble que dans les batailles que nous avons menées dans les dernières années, cette question a été un peu relativisée. Et une des questions sur ce travail, c'est que le travail n'a quasiment pas d'existence dans le champ politique. Je dis quasiment parce que nous tournons autour du travail, nous faisons un certain nombre de choses sur l'emploi, bien ou mal. Quand on détruit le code du travail, évidemment, on est sur cette question. Quand on essaye de prendre, comme ici, un certain nombre de mesures sur la formation professionnelle, etc., on tourne autour du travail. Mais le travail en tant que tel n'a pas d'inscription dans le champ politique. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'on ne vote que sur le lieu de sa résidence et jamais sur le lieu de son travail.
Cette question de la légitimité politique issue du travail me paraît extrêmement importante et je crois qu'elle devrait être portée et que nous, justement, les femmes, pouvons la porter peut-être mieux que d'autres encore, parce que nous savons, par rapport à notre expérience individuelle et collective, ce que représente l'inscription dans le travail. Deuxième point, sur la question de l'émancipation individuelle et collective. Je crois que notre expérience, là aussi, montre que nous avons besoin des deux choses. Nous avons besoin, évidemment, c'est notre ambition, d'une émancipation individuelle. C'est pas réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. Mais nous savons aussi que sans cadre collectif fort, protecteur, il n'y a pas de possibilité pour toutes d'émancipation individuelle. Et je crois que cela, eh bien, encore plus peut-être aujourd'hui qu'à d'autres périodes, c'est une question tout à fait importante quand on essaye de nous expliquer quelles sont les conditions de la réussite dans la vie. Et je crois que là, les femmes ont beaucoup à dire. Mais il me semble, et là c'est une interrogation, que nous ne pouvons pas seulement défendre l'idée que il faut le faire, bien sûr, que les femmes doivent avoir accès à tous les postes dans des bonnes conditions, qu'il ne doit pas y avoir de plafond de verre. Mais en même temps, je crois que nous pouvons dire autre chose sur la question de l'émancipation. Et je vous avouerai, c'est une petite polémique par rapport à notre semaine dernière, que l'ambition d'accéder au poste de PDG des entreprises du CAC 40 n'est pas vraiment ma tasse de thé. Parce que je pense qu'en termes d'émancipation collective, nous avons des choses plus intéressantes à dire. Je ne dis pas qu'il faut, encore une fois, bon, voilà, il faut être dialectique, mais quand même. Dernière chose, sur l'universel. Cette question est beaucoup posée aujourd'hui sur la planète, dans notre pays. Et je crois que là aussi, nous avons beaucoup de choses intéressantes à dire parce que nous savons, nous, que être égal, ça n'est pas être identique. Et par rapport à toutes les questions qui sont posées avec beaucoup de force, de façon, je dirais, très visible par les jeunes hommes, de façon moins visible par les jeunes femmes des quartiers populaires, à travers toutes les périodes de révolte, et je choisis le mot à dessein. Je pense qu'il ne s'agit pas d'émeutes, il ne s'agit pas d'événements, il s'agit réellement de révolte. En tout cas, cette question de l'universel, et particulièrement de l'universel républicain, est posée. Et il me semble que nous pouvons, nous, dans cette discussion, dire que, effectivement, une identité, c'est un puzzle. Que notre identité, nos identités, c'est à la fois notre sexe, notre histoire culturelle, sociale, et que tout cela permet de prendre de manière positive et offensive, et non pas de la manière dont trop souvent on le renvoie à tous ceux qui posent ces questions en disant « vous êtes des communautaristes ». Non, je pense que c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'universel. Et de ce point de vue, les femmes, et donc ça reboucle avec mon première phrase, les femmes ont beaucoup à dire sur l'universel, et je crois que c'est ça aussi notre ambition. Merci. Poursuivre donc en vous proposant une brève présentation de l'institution qui organise ces journées, en espérant ne pas trop redire la même chose que la semaine dernière pour les gens qui étaient là, ce dont je les remercie. Je dirais donc d'abord que l'IEC, l'Institut Émilie du Châtelet, est une institution jeune. Elle est née officiellement en 2006, à l'automne 2006, où elle a été inaugurée avec faste grâce à la région, dans un lieu symbolique qui est le Collège de France, et plus symbolique encore l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France, qui n'existe pas depuis très longtemps, alors que c'est elle qui a créé cette auguste maison. Et je dois dire qu'en réalité, le groupe qui a créé l'IEC travaillait depuis, évidemment, vous l'imaginez, plus d'1 an pour mettre sur pied cette architecture ambitieuse. Cette institution à laquelle, je crois, enfin ce travail, nous n'y étions pas préparés du tout. Vous pouvez l'imaginer, nous n'avions même pas osé en rêver. Et il est né, cet institut, à la demande donc de la région, du Conseil régional d'Île-de-France, plus particulièrement à la demande de son vice-président chargé de la recherche, de l'enseignement supérieur et puis d'un tas d'autres choses qui font que son titre est à rallonge et que vous avez vu la semaine dernière à cette place. Donc, Marc Lipinski a voulu, dès que le Conseil régional d'Île-de-France a été élu en 2004, au printemps 2004, que les
problématiques du genre, ce que nous avons appelé les problématiques du genre, soient mises à l'honneur, soient reconnues et soient soutenues par le Conseil régional d'Île-de-France. Et donc, dès cette année-là, c'est-à-dire que ça s'est fait en 2 mois, il y a eu un processus qui s'est mis en place pour permettre à des projets de thèse, des doctorants ou de doctorants, d'être soutenus par la région. C'est-à-dire qu'il y a eu des allocations doctorales qui ont été mises en place directement par le Conseil régional d'Île-de-France, processus auquel nous avons été, enfin certaines d'entre nous individuellement, puisque l'IEC n'existait pas alors, ont été associés au niveau du jury, puisqu'il fallait décider qui allait avoir je crois qu'il y en a eu 6 cette année-là, on les a eu de haute lutte, ils avaient prévu 5, on en a eu 6, mais évidemment ça fait une sorte de petit tremblement dans ce petit monde de la recherche il fallait leur expliquer ce que c'était que le genre, et donc voilà, on s'est quand même pas mal amusé, mais on a eu 6 personnes qui ont pu faire, qui ont fini maintenant, ou presque fini, leur thèse, donc qui ont eu un soutien de 3 ans pour faire une thèse. Et il y a eu ensuite, toujours à la demande de Marc Lipinski, la reconnaissance par l'Île-de-France du domaine d'intérêt majeur des problématiques du genre, c'est-à-dire que la région reconnaît un certain nombre de domaines de recherche qu'elle veut soutenir particulièrement et auxquels elle a donné le label domaine d'intérêt de recherche, domaine d'intérêt majeur, pardon, DIM dans son langage. Et donc les problématiques du genre sont un DIM, et c'est la tâche qui a été confiée, puisque c'est une politique tout à fait, je dirais, à la fois originale et dont il faut remercier l'Île-de-France, que de ne pas organiser ça par elle-même, mais de le confier au milieu d'une certaine manière. Donc voilà à quoi correspondait la naissance de l'Institut Émilie du Châtelet, et pourquoi fallait-il au fond, un tel apport, une telle officialisation? Eh bien parce que le retard de la France est absolument tragique, on pourrait dire, non pas en termes de recherche, car des recherches sur ce qu'on appelait autrefois des recherches féministes, qu'on peut toujours appeler des recherches féministes, puisque c'est cela, eh bien la France ne départ pas du tout dans le concert international pour l'existence de ces recherches. Elles ont débuté, d'ailleurs elles ont débuté il y a très longtemps, mais disons qu'elles ont débuté en tant que telles dans les années 70, comme à peu près partout. Mais ce dont nous souffrons en France, c'est d'un retard et d'un manque de visibilité, d'un manque d'acceptation, d'un manque d'institutionnalisation, d'un manque évidemment de soutien, car institutionnalisation veut dire soutien, veut dire argent pour payer des gens qui travaillent. Et évidemment, ce sont à la fois des résistances du milieu académique et des résistances des instances qui organisent au niveau national la recherche, qui sont là en cause. Je crois qu'on aura le temps et l'occasion d'en rediscuter dans les lundis prochains, quand nous parlerons du système scolaire, et surtout le dernier lundi de cette série, puisque nous parlerons des résistances intellectuelles. Donc, en fonction de ce contexte particulier, il y a en fait deux aspects qui ont été confiés à l'Institut Émilie du Châtelet, ce qui est dans son titre. D'abord, un premier aspect qui est le fait d'organiser mieux, plus, des recherches, de nouvelles recherches, et deuxièmement de légitimer, puisque finalement nous à la fois nous avons besoin de les organiser, de les financer, de les soutenir, mais nous avons aussi besoin de les légitimer, tant auprès du grand public qui ne comprend pas toujours que on peut travailler, on peut faire de la recherche sur les relations entre les hommes et les femmes, parce que c'est tellement évident, les hommes et les femmes, tout le monde sait ce que c'est que les hommes et les femmes, donc pourquoi faire de la recherche? Mais oui, il y en a besoin, et il y a des besoins qui sont absolument criants si on veut justement faire face à tous les problèmes, ou du moins mieux appréhender, mieux se situer, mieux se positionner par rapport à tous les problèmes que Claire Villiers vient d'évoquer. Et donc légitimer et organiser. Donc les missions qui ont été confiées à l'IEC et les moyens
qui lui sont données s'organisent autour de ces deux grands axes. La première mission, bien sûr, c'est de distribuer des allocations. C'est le plus gros budget, le plus gros du budget de l'IEC, distribuer des allocations doctorales et postdoctorales. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le milieu de la recherche, une allocation doctorale, c'est quelque chose qui permet à un jeune ou une jeune de vivre pendant 3 ans ou 2 ans, selon le niveau auquel il s'est présenté, pour faire sa recherche, c'est tout. Et une allocation postdoctorale, c'est pour quelqu'un qui a déjà sa thèse et qui a un projet qui veut continuer pendant un projet de recherche qui est financé sur 1 an, 18 mois. En général, c'est une manière d'améliorer, bien sûr, de manière conséquente son curriculum vitae. Et nous avons déjà plusieurs de nos allocataires ou des allocataires de la région, avant que l'IEC soit créé, qui ont trouvé un travail grâce à ces allocations parce que leur CV leur a permis leur CV était bon parce qu'ils avaient pu travailler pendant plusieurs années sur ces domaines. Alors, pour distribuer ces allocations, eh bien, nous avons constitué au sein de notre comité scientifique un jury qui représente un nombre de disciplines tout à fait variées et qui choisit en fonction de ce qui arrive. Alors, nous sommes absolument, d'une certaine manière, affolés et d'une autre manière très contents parce que nous avions fait le pari qu'il y avait beaucoup de demandes, mais nous sommes face à des demandes énormes. Cette année, nous avons 130 demandes qui nous ont été faites, qui nous ont été adressées, dont une bonne partie sont absolument excellentes, et nous n'avons distribué les autres années, et notre budget ne bougera pas, qu'une dizaine d'allocations entre les allocations doctorales et les allocations postdoctorales. Donc je ne peux pas évidemment ici vous dire quels sont les thèmes qui ont été choisis ces dernières années, mais si vous allez voir sur le site de l'IEC, vous le verrez, vous verrez les noms, vous verrez les titres, vous verrez les disciplines, vous verrez que nous avons eu à cœur de choisir un panel très large, car cela fait partie de nos ambitions, que de ne pas développer seulement les grosses disciplines, on va dire, qui sont déjà très développées, même si elles ne le sont pas assez. On pense toujours qu'elles ne le sont pas assez, c'est-à-dire l'histoire et la sociologie. Vous verrez la variété des sujets qui ont été choisis. D'autre part, dans le cadre du soutien à la recherche, l'IEC essaye de distribuer, c'est très compliqué parce que les règles de la région sont très complexes, des aides à des manifestations scientifiques qui se déroulent sur le territoire de l'Île-de-France, notamment pour aller vite, des colloques ou des journées d'études. Voilà, donc là aussi, si vous voulez savoir ce qui a pu être aidé ou ce qui sera aidé puisque c'est souvent des programmes à 1 an ou 1 an et demi qui sont faits avant, vous pourrez le voir sur notre site. Troisième grande ambition, faire connaître les équipes de recherche qui travaillent sur la région parisienne, puisque bien souvent nous ne le savons pas. Il n'y a pratiquement pas de recensement. Il y en a de temps en temps un recensement qui est fait de manière sporadique par le ministère de la Recherche. 5 ans après, évidemment, c'est obsolète. Des équipes ont disparu, des thèmes ont ouvert, etc. Donc c'est notre ambition que de faire un état des lieux et de le tenir à jour. Ce sera sans doute le plus difficile. Des équipes, des thèmes de recherche, des enseignements sur les femmes, le sexe et le genre, des experts aussi, des gens qui, soit par leur compétences académiques, soit par les compétences qu'ils ont acquises sur le terrain, peuvent être des gens qui sont sollicités pour donner une expertise, soit par les politiques, soit par les syndicats, par toute institution qui aurait besoin d'une expertise sur un des domaines qui touchent les femmes, le sexe ou le genre. C'est évidemment très difficile, c'est un serpent de mer que cet état des lieux, mais nous espérons que parce que au fond notre aire d'action est l'Île-de-France et pas la France, nous y arriverons plus facilement. Ces informations seront déployées sur le site qui lui
évidemment, est un outil de diffusion de ces informations. J'en profite pour dire que le site que nous avons à l'heure actuelle n'est pas le site définitif de l'IEC, qui devrait trouver sa place dans le site qui est en train d'être construit du Muséum d'histoire naturelle, puisque c'est le Muséum national d'histoire naturelle qui abrite l'IEC. Mais donc, voilà, nous faisons pour l'instant dans le provisoire. Quatrième mission, non pas faire connaître les recherches elles-mêmes, les équipes, etc., mais faire connaître l'intérêt de ces recherches, faire connaître leur contenu, faire connaître leur vitalité. C'est à quoi répondent diverses activités que nous avons mis en place. D'une part, des conférences une fois par mois, le samedi après-midi, des conférences que nous avons intitulées 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, qui font intervenir des chercheurs ou des chercheuses qui ont une longue carrière derrière eux et qui ont fait véritablement avancer leur domaine de recherche. J'en profite pour dire que samedi, nous écouterons Michel Perrault avec beaucoup de plaisir, donc à 14h, sur le site où nous sommes abrités, le site du Muséum, c'est-à-dire au Trocadéro. De la même façon, comme nous organisons ces conférences, nous organisons une journée jeune recherche une fois par an. La première a eu lieu en novembre dernier, c'est-à-dire une journée qui est faite qui est ouverte aux allocataires de la région et aux allocataires de l'IEC pour faire savoir le résultat au fond du travail qui a été financé. Et là encore, l'objectif est de montrer la vitalité de ces recherches, de montrer, peut-être qu'avec les conférences, on montre les générations qui ont déjà fait leur travail. Alors avec cette manifestation, nous montrons les générations montantes, les jeunes, qui font aujourd'hui du travail tout à fait remarquable. Et là encore, dans des disciplines tout à fait différentes, que ce soit la génétique, la sociologie, l'ethnologie, etc., les arts, enfin tout ce qui fait partie de ce que nous voulons soutenir, puisque nous sommes un institut de recherche absolument interdisciplinaire. D'autre part, toujours dans ce domaine, dans cette mission de faire connaître le contenu des recherches, nous avons décidé de financer une traduction par an d'un grand livre, d'un grand classique, ce qu'on pourrait presque appeler des classiques du féminisme ou des classiques des études de genre, qui ne sont toujours pas traduits en langue française. On a vu avec les travaux de Judith Butler, par exemple, à quel point la France a mis, je crois, 15 ans ou 20 ans peut-être à avoir ces textes qui étaient complexes. Il y en a d'autres. Et donc, nous avons décidé donc de mettre de l'argent pour aider à une traduction, puisque souvent les éditeurs veulent bien publier un livre qui est tout fait, mais traduire, ça coûte très cher. Et voilà, donc autre domaine de travail de l'IEC, autre mission, développer les recherches. Hein, pas seulement faire savoir qu'elles existent, faire savoir leur intérêt, mais les développer, faire avancer les idées, aider à ouvrir peut-être d'autres disciplines qui sont sur la région parisienne sont mal représentées, en tout cas pour ce qui concerne les enseignements. Donc ici, nous envisageons d'organiser des colloques, peut-être pas peut-être un par an, ça nous suffira peut-être parce que ça fait beaucoup de travail, vous voyez. Et puis, donc on en a un ou deux dans nos objectifs. Et puis, nous organisons un séminaire qui se tient, qui est en fait la poursuite d'un séminaire qui existait déjà au Musée de l'Homme, interdisciplinaire, qui fait se rencontrer les chercheurs et chercheuses de sciences humaines et de sciences biologiques, donc qui se tient une fois par mois également sur un des sites du Muséum. Dernière mission, celle qui nous rassemble aujourd'hui, organiser ce que nous avons appelé une synergie pérenne entre le monde de la recherche et la société civile, la société politique, les entreprises, etc. C'est une tâche à laquelle nous tenons beaucoup. Quand nous disons une synergie pérenne, c'est parce que nous savons bien que cette synergie existe déjà de manière je dirais,
dirais, non organisée. Nous savons bien que les chercheurs rencontrent les gens de terrain, que les gens de terrain ont régulièrement affaire avec les chercheurs, mais il nous semble que nous avons tout à gagner dans la poursuite de nos travaux et surtout dans les perspectives le contexte très difficile, effectivement, qui est le nôtre, de renforcer de nous renforcer les uns les autres, de faire profiter les gens qui militent, qui s'activent dans les entreprises, dans les conseils syndicaux, partout, quoi, de les faire profiter peut-être des recherches, des gens qui savent, qui étudient comment cela se passe dans les autres pays, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà, c'est l'objectif donc de ces assises que nous voudrions tenir donc une fois par an, sous une forme ou sous une autre. Ce ne sera pas forcément toujours les 5 lundis ou les 4 lundis du mois de juin. Nous verrons. Mais bon, l'idée, c'est vraiment de faire à cette occasion se rencontrer les gens qui essayent de faire avancer les choses sur tous les terrains possibles et aussi d'en faire une occasion de donner un écho plus vaste au public nombreux, nous le savons, qui s'intéresse, qui n'a pas le temps de travailler peut-être, mais qui s'intéresse à ces sujets parce que nous aurons besoin effectivement du soutien de tout le monde pour nous maintenir à flot ou pour améliorer les relations, l'équilibre des relations entre les sexes. Alors pour faire tout cela, ce sera la dernière chose que je dirais, pour faire tout cela, toutes ces activités, nous avons mis sur pied une architecture que nous espérons adapter. Nous verrons dans la longue durée ce que ça donne, si la longue durée veut bien être avec nous. Nous avons tout d'abord un comité directeur ou de comité de direction qui pilote un petit peu toutes ces activités et dont les tâches de gestion quasi quotidienne sont assurées par un bureau de 5 personnes que vous verrez ici à cette tribune. Vous avez déjà vu Françoise Beret-Ducrot, vous me voyez aujourd'hui, vous verrez Joël Viels, vous verrez Evelyne Père et vous verrez Nicole Mosconi qui devrait piloter toute la journée prochaine du lundi. Nous avons également un comité, nous avons mis en place un comité scientifique donc qui rassemble à peu près 25 personnes pour l'instant qui ont été choisies pour, au fond, représenter, évidemment parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire sur ces domaines, mais surtout elles ont été choisies, ces personnalités, pour représenter une discipline. Pratiquement toutes les disciplines aujourd'hui où il y a des recherches en genre sont représentées dans ce comité scientifique. Nous y tenions beaucoup, encore une fois, pour que les grosses disciplines n'aient pas un surpoids et qu'on puisse prendre des initiatives qui permettent de faire émerger les disciplines qui sont mal représentées aujourd'hui, qui sont émergentes au fond dans le domaine des recherches féministes. Nous avons également, alors ce comité scientifique, on l'a dit la dernière fois, je le répète, est présidé par Geneviève Fraisse. Il a la lourde tâche de faire pas mal de choses et notamment d'expertiser tous les dossiers qui nous tombent dessus, donc une fois par an. Et c'est en son sein qu'est élu le jury qui choisit les candidats pour nos allocations. Et puis nous avons donc une troisième structure qui nous aide à mettre en place notre politique, qui est le Conseil d'orientation, présidé par Josiane Gontier, qui travaille à la francophonie. Et ce Conseil d'orientation, donc, comprend une quarantaine de personnes issues de la société civile et de la société, comme je le disais, des politiques, des gens de l'entreprise, etc., pour permettre effectivement une meilleure synergie. Et ce Conseil devra, dans les années qui viennent, avoir une place tout à fait leader dans l'organisation de ces assises. Donc je termine. Bien sûr, il faut que je dise que vous avez tous les renseignements sur la composition complète de ces conseils sur notre site. Je termine donc, je conclus en remerciant tout le monde parce que vraiment toutes ces activités que nous mettons en essayant de mettre en musique demandent beaucoup d'énergie, demandent beaucoup d'intelligence, demandent beaucoup de sacrifices. Tous ces gens font autre chose à côté. Ça s'est mis en plus de tout ce qu'ils faisaient, de leurs responsabilités. Nous avons 2 personnes qui travaillent presque à plein temps pour nous, mais au-delà de ces 2 personnes, eh bien, tout le monde fait ça en plus de tout.
Donc je remercie toutes ces personnes qui nous aident. Je voudrais remercier la région pour la qualité du soutien qu'elle accorde aux études féministes. Il y a quelques autres régions en France qui ont mis en place une politique un peu semblable, mais c'est celle qui visiblement a fait le plus d'efforts, l'effort le plus visible et qui soutient le plus les recherches aujourd'hui en cours. Et je voudrais aussi peut-être inviter tout le monde, comme Claire Villiers l'a fait, on ne s'était pas mise d'accord, mais voilà, on se rejoint. Inviter tout le monde à être effectivement sur ce domaine ambitieux. Il faut militer, oui, il faut travailler, il faut penser, il faut croiser tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Il faut être nombreux à soutenir aussi cette idée de ce travail qui est fait, ce travail qui est soutenu pour une meilleure légitimité au fond de nos conditions de vie, de l'étude de nos conditions de vie, de l'étude de ce que sera la société de demain, de ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Merci.